Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, les émeutes xénophobes qui sévissent en Afrique du Sud au cœur du sommet de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe. L'événement se poursuit au Zimbabwe. Avec 58,75% des voix, le président Faure Gnassingbé est réélu à la tête du Togo. C'est la commission électorale qui en a fait l'annonce mardi. Le dirigeant au pouvoir depuis 2005 entame ainsi son troisième mandat. Les assises pour la réconciliation nationale à Madagascar ont débuté mardi 28 avril. Pendant 5 jours, politiciens et représentants de la société civile tenteront de faire la lumière sur les nombreuses crises qui secouent le pays. Mais d'abord, l'émotion était trop forte. Les sympathisants de l'ancien opposant gabonais André Mbaobam n'ont pas pu se résoudre à laisser son corps rejoindre son fief du Nord. Une foule de fidèles a suivi le cortège funéraire jusque sur le tarmac de l'aéroport de Libreville, la capitale. Les forces de l'ordre les y ont stoppés, mais l'avion n'a pas pu décoller à temps. La même ferveur a été constatée à l'aéroport d'Oyem, où des sympathisants attendaient le corps du secrétaire exécutif de l'Union nationale. La capitale du Zimbabwe, Harare, a reçu le Conseil des ministres de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, du 25 au 28 avril. Une réunion suivie d'un sommet extraordinaire qui traite de l'évaluation du plan stratégique pour la sous-région, du lancement des négociations de la zone de libre commerce africain, mais aussi des émeutes xénophobes survenues en Afrique du Sud ces dernières semaines. Kekili Afeto. Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC se tient à Harare au Zimbabwe depuis ce mercredi. Cette rencontre qui a pour thème une stratégie régionale pour les voies de l'industrialisation servira de cadre de réflexion sur des projets de développement de ce groupe régional de 15 membres. Les enjeux de ce sommet sur la stratégie d'industrialisation régionale sont surtout le développement économique, la transformation des matières premières et aussi la production de beaucoup de produits pour la sous-région, parce que on peut dire que c'est une région où il y a beaucoup de croissance. On peut parler de Mozambique, de Namibie, de l'Angola. Mais par ailleurs, on peut déplorer que dans cette région, il y a des économies qui ne sont pas à la même vitesse. Par exemple, on peut parler de l'économie tanzanienne qui s'oriente vers le côté libéral. L'économie de l'Angola qui se développe très bien, mais mal organisée. On peut aussi parler de Mozambique, le nouveau pays qui a un essor très développé. Et l'Afrique du Sud, dont l'économie commence à stagner. Avec un PIB d'environ 650 milliards de dollars, la SADC a toujours cristallisé les attentes et les espoirs des populations de cet espace communautaire. Mais le fort taux de croissance qu'elle affiche n'empêche pas certains observateurs de nourrir quelques regrets. Ce qu'on peut déplorer, c'est le manque de cohérence, de convergence au niveau de la politique sociale de ces pays. Et aussi, on peut ne pas oublier de parler de xénophobie qui se passe en Afrique du Sud, liée aussi à problèmes économiques de l'Afrique du Sud. C'est un contexte particulier parce que ça se passe déjà au Zimbabwe. On sait bien, on connaît bien le Zimbabwe avec sa politique qui ne va pas dans le bon sens, surtout avec les Blancs zimbabwéens. Et on peut aussi dire que c'est une économie qui n'est pas dans l'esprit, vraiment dans le sens de se développer, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Ce sommet qui prend fin ce jeudi 30 avril devrait déboucher sur l'adoption d'un projet de stratégie et d'une feuille de route vers l'industrialisation de la zone. Au Togo, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a publié mardi soir les résultats provisoires du scrutin du 25 avril. Ces résultats donnent le président sortant gagnant avec 58,75% des suffrages contre 34,95% pour son rival Jean-Pierre Fabre. L'abstention a été de 40%. Ibrahima Djoumaba. Au Togo, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 25 avril ont été publiés par la Commission électorale nationale indépendante mardi soir. Selon ces résultats, le président sortant Faure Gnassingbé s'en sort avec 58,75% des voix contre 34,95% pour son principal challenger, Jean-Pierre Fabre. L'opposition a très vite crié à la fraude. Les résultats qui ont été proclamés ne font pas l'objet d'un consensus au niveau de la CENI, ce qui, à mon avis, pose un grave problème de crédibilité de ces chiffres qui sont donnés. Je constate aussi que le général Sangaré, qui était un peu une caution morale pour le travail qui était fait par la CENI, le général Sangaré, nous a-t-on dit, a dû démissionner en chemin hier, notamment lorsqu'il a compris que le résultat allait être donné. Et donc tous ces éléments ne me semblent pas être de nature à mettre les Togolais en confiance par rapport à la crédibilité des chiffres qui sont donnés
on attend simplement la prochaine étape, à savoir celle de la Cour constitutionnelle, pour être située définitivement. La commission électorale a noté un faible taux de participation. 40,1% des électeurs togolais se sont abstenus. Le taux de participation est plus faible qu'en 2010, de pratiquement 10 points de moins. Et vous savez que pendant plusieurs mois au Togo, il a été question dans le débat public des réformes politiques. Alors, un certain nombre d'acteurs ont annoncé aux populations qu'il n'y aura pas d'élection. Il a été annoncé que le président sortant n'allait pas se présenter. Il y a plusieurs organisations de la société civile, des droits de l'homme, qui ont appelé les électeurs à ne pas aller voter. Outre le président sortant Faure Gnassingbé et l'opposant Jean-Pierre Fabre, il y avait 3 autres candidats à ce scrutin. Aimé Tchabouré Gogué est arrivé 3e avec 3,8% des voix. Prochain jour décisif pour la politique malgache. Les assises de la réconciliation nationale ont démarré mardi sur la Grande Île. À l'initiative du Conseil œcuménique des églises chrétiennes, l'événement va rassembler toute cette semaine des membres de l'église, de la société civile et des acteurs politiques. Une étape incontournable pour Madagascar. Kekili Afeto. Début ce mardi 28 avril et pour 6 jours des assises pour la réconciliation nationale à Madagascar après un mois de concertation populaire dans les 22 régions du pays. Sous la direction du Conseil œcuménique des églises chrétiennes, politiciens et représentants de la société civile débattront au sein des 3 commissions. Il s'agit notamment des commissions vérité et réconciliation, réparation et indemnisation et refondation de la nation. La rencontre nationale pour la réconciliation a été lancée toujours sous l'égide du FFKM, la Fédération des Églises chrétiennes à Madagascar, en présence du président de la République et de 2 anciens présidents, à savoir Didier Ratia et Marc Rabaloumani. La repentance, l'aveu et la vérité sont les maîtres mots de la réconciliation nationale selon la FFKM, et tous les débats tourneront autour de ces thèmes afin de mettre fin à l'impunité et autres maux, et ainsi donc effacer les cicatrices du passé. Marqué par l'absence d'Albert Zafi et André Rajoel, 2 anciens présidents qui étaient au centre des négociations jusqu'alors, les observateurs émettent des doutes sur la réussite du processus de réconciliation. La résolution des différentes dissensions politiques depuis l'accès à l'indépendance n'ont eu pour effet que d'entraîner le pays vers un marasme socio-économique sans pareil. Et cette initiative, même si peu comprise par une partie de la population qui n'y voit que des débats stériles et voire une perte de temps et d'argent, est censée permettre la mise en place de réelles bases solides axées sur le respect de la démocratie, des lois, des libertés et l'application de la bonne gouvernance. Une liste de résolutions sera présentée à la fin de ces assises sous forme de propositions de loi, avec en toile de fond favoriser le vivre ensemble dans la Grande Île. En Guinée, l'opposition prévoyait d'organiser une manifestation ce jeudi 30 avril. Elle a finalement été reportée au 4 mai et s'annonce d'envergure nationale. Point de discorde entre majorité et opposition, le calendrier électoral. L'opposition qui a accepté de reporter sa marche au moment où l'émissaire des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, s'est entretenu avec des responsables politiques. Le représentant de l'ONU qui a appelé les 2 parties à privilégier le dialogue dans l'intérêt supérieur de la Guinée. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques de Guinée, Monsieur Khalifa Gassama. Monsieur Gassama, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'opposition réclame que les élections municipales soient organisées avant les élections présidentielles. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui est envisageable ? Écoutez, je crois que sur ce point, le gouvernement a exprimé sa position. La CENI a fait une proposition, comme l'a dit le ministère des Nations Unies. Je pense que ce qui est important, il est manifeste qu'il y a un désaccord sur ce point. Ce qui est important, c'est épargner nos concitoyens de violences. Nous savons que les manifestations produisent toujours des violences en Guinée, endeuillent les familles. Ce qui est important, c'est d'aller au dialogue, discuter et se mettre d'accord sur ce qui serait bon et pour la stabilité du pays et pour la continuation de notre processus de démocratisation. Donc pour vous, il n'y aura pas de négociation sur cet ordre des élections. Les élections communales ne pourront pas, c'est définitif, ne pourront pas être organisées avant. On ne peut pas appeler au dialogue et exprimer des positions fermes. Il y a un désaccord, le gouvernement a tendu la main, l'opposition, et je profite de l'occasion pour encore lancer une nouvelle fois un appel dans ce sens, il faut aller autour de la table de discussion et du dialogue. C'est autour de cette table que des décisions définitives et finales pourraient être trouvées. Il ne m'appartient pas à moi ici de donner une position ferme, étant entendu qu'on demande à l'opposition de venir discuter avec nous.
Alors justement, vous parliez des manifestations, vous dites elles endeuillent les familles, les libertés publiques, c'est votre domaine. Est-ce que les manifestations ne font pas partie des libertés publiques, justement? Écoutez, il y a deux aspects. Le débat n'est pas sur le fait que le manifester soit un droit fondamental, un droit constitutionnel dans notre pays. Si les mots ont un sens, si on a du respect pour les familles des victimes, on ne peut plus parler en Guinée, en tout cas pour l'instant, de manifestations pacifiques. Nous savons qu'en Guinée, toutes les manifestations provoquent des violences, un deuil des familles. Nos concitoyens ont peur lorsqu'on annonce des manifestations, les gens s'enferment, ne bougent pas. Il y a des agressions en direction des citoyens qui veulent aller travailler. Réprimer justement ces manifestations. Mais écoutez, lorsqu'il y a des manifestations, les violences peuvent venir de part et d'autre. Nous savons qu'au niveau des manifestants, il y a des gens qui usent de la violence, des violences qui sont graves pour notre pays. Il y a aussi des actes de violence de la part des forces de l'ordre. Ce que moi je dis en tant que ministre des Droits de l'Homme, on ne peut pas, ensemble, continuer à créer les conditions d'une violence et après s'en plaindre. Ce qui est responsable, c'est qu'il y a des désaccords, il faut aller autour de la table. Et aussi au-delà de cela, il faut que nous sanctionnons ceux qui usent de la violence. Des manifestants qui caillassent les forces de l'ordre, qui s'en prennent aux paisibles citoyens, doivent en répondre devant la justice. J'ai pas fini la phrase. Le reste de la phrase, c'est que s'il y a des forces de l'ordre qui usent de la violence, alors que leur mission est de maintenir l'ordre public, ceux-là aussi doivent en répondre devant la justice. La loi doit être la même pour tous, mais pour éviter tout cela, puisque nous savons qu'au fond, il y a un problème structurel et culturel en matière de compréhension de nos droits, de la jouissance de nos libertés, mais aussi des droits de l'homme de façon générale, il faut éviter de créer les conditions justement qui nous amènent dans ces situations-là. Bien, nous avons entendu. Merci, Monsieur Khalifa Gassama. Je rappelle que vous êtes le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Merci. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.